à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur le décrochage scolaire à l'occasion de la 14e journée nationale du refus de l'échec scolaire. Chaque année, ils sont des milliers à quitter le système éducatif sans diplôme. En 2020, ils sont 1 million. En Europe, 80 000 jeunes en France à sortir sans qualification. Alors comment prévenir ce phénomène? Quels sont les moments charnières de risque de décrochage scolaire? Réponse avec nos deux invités. Elisabeth Elkrief, directrice générale de la Fondation Alpha Omega, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. François Afif Bentanane, président de l'association Subdeco, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Elisabeth Elkrief, conditions économiques, sociales, territoire, orientation, quelles sont les causes majeures du décrochage scolaire aujourd'hui? Alors, le décrochage scolaire, pour nous, c'est un phénomène d'abord qui n'est pas une fatalité, dont les causes sont multiples, mais que je décrirais assez simplement. C'est que l'école marche pour 80% des élèves. On va dire que c'est une condition nécessaire et suffisante. Ça les amène en tout cas à avoir une vie décente et à trouver un job. Et pour 20% des élèves, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et pourquoi? Parce que les élèves arrivent avec des lacunes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles. Pour vous donner un exemple, un enfant qui arrive en CP quand il vient d'une classe sociale favorisée, il maîtrise 1000 mots de plus qu'un enfant qui vient d'un milieu défavorisé en moyenne. Donc ça veut dire qu'a priori, il va se retrouver à avoir beaucoup plus de mal à lire et écrire, puisque pour pouvoir lire un mot, il faut l'avoir déjà entendu. Donc s'il ne l'a jamais entendu, il ne pourra pas lire. Donc ça dépasse le cadre de l'école? Absolument, d'où le besoin de rajouter de la ressource à ces enfants à des moments charnières de risque de décrochage scolaire. François Afif Bentanane, est-ce qu'on peut définir peut-être une typologie d'élèves ayant quitté le système scolaire sans diplôme ou pas? Ou c'est difficile? Alors, beaucoup de gens penseraient que l'échec scolaire est un sujet de famille modeste. Et donc, en gros, c'est un tiers des enfants qui sortent du système scolaire. Donc, déjà, c'est quelque chose qui devrait être dit et redit. Tout enfant, quelle que soit sa classe sociale, peut avoir des difficultés scolaires. Et vous avez des enfants de milieux ultra favorisés qui quittent le système scolaire, comme des enfants de familles modestes. Donc, il n'y a pas de critères spécifiques là-dessus. Ensuite, après, il se fait qu'un enfant de famille favorisée, les parents vont réagir, vont trouver des solutions, vont essayer de compenser, vont mettre tous les moyens possibles pour essayer de le raccrocher, même si ce n'est pas sur la filière qui est intéressée. Alors que quand on est dans un milieu modeste, les parents n'ont ni les compétences, ni le temps, ni les moyens financiers de pouvoir compenser cette difficulté. Et c'est ce que vous faites au sein de votre organisation, justement, vous prenez le relais, vous aidez, vous impliquez les parents? Exactement, c'est ce qu'on fait au sein de Subdeco, qu'on a créé il y a 15 ans maintenant, qui est en gros de se substituer, entre guillemets, à l'après-16 heures, qui est le moment où les enfants rentrent chez eux pour faire leurs devoirs et n'ont pas obligatoirement le cadre idéal pour pouvoir les faire progresser. Et c'est là où Subdeco, à travers des jeunes en service civique et des étudiants bénévoles, intervient 2 heures par semaine pour les aider. Elisabeth Elkrief, on faisait un constat tout à l'heure avec vous. Comment expliquer ces chiffres que j'ai donnés en préambule de cette émission? Vous nous en avez donné aussi, malgré une politique de prévention, de lutte contre le décrochage scolaire qui est plutôt là en France, qui marche plutôt bien. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est consacré à la remédiation. C'est-à-dire que, comme vous le disiez fort justement, il y a 80 000 enfants qui sortent du système scolaire sans emploi ni formation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un stock de 1 million d'enfants qui sont décrocheurs. Donc ça veut dire plus de 12 ans d'enfants qui sont sortis du système scolaire. Et il y a 2 millions d'enfants à l'école qui sont en grande difficulté scolaire. Donc, ils n'ont pas encore décroché, mais ils ont des chances, en tout cas, de faire partie des décrocheurs. Donc, pour moi, la prévention, c'est une priorité. Il faut renforcer les moyens sur la prévention. Et comme on ne peut pas intervenir absolument partout, de notre point de vue, c'est comme ça qu'on travaille, on a regardé le chemin éducatif des enfants et on a déterminé des moments charnières de risque de décrochage scolaire où, de notre point de vue, il faut mettre le paquet. Et nous, la façon dont on met le paquet, c'est en sélectionnant des grandes associations éducatives qui agissent à peu près partout sur le territoire à ces moments charnières. Et notre travail, et c'est ce qu'on appelle l'aventure philanthropie, c'est de les aider à massifier leur action pour que le maximum de jeunes puissent en bénéficier. Puis je rajouterais par rapport à ce que disait monsieur, c'est que le décrochage, en effet, c'est pas forcément un phénomène social
totale, mais comme vous le disiez, les parents des classes favorisées peuvent y remédier, en tout cas en mettant des moyens supplémentaires. Mais c'est surtout qu'on a des moments de risque très forts au moment de l'acquisition des fondamentaux, mais surtout que c'est un phénomène qui peut aussi arriver plus tard dans l'histoire de l'enfant. Ça peut être au moment de l'orientation, ça peut même être au moment des études supérieures où un mauvais choix fait qu'on laisse tomber l'école et que finalement on décroche. Vous parliez de moments charnières et vous parliez de prévention. Ça veut dire qu'un des moments charnières, c'est bien avant finalement le décrochage scolaire. Absolument. Ce sont des moments où il faut accentuer la prévention de façon à ce que les enfants raccrochent le train de l'école. François Afif Bentanen, vous êtes d'accord avec ça, sur le constat, sur ces moments charnières de risque de décrochage scolaire? Vous les avez vous aussi identifiés? En 15 ans, on en voit beaucoup. Après, tout dépend des villes, des quartiers, des collèges. Tout fonctionne, c'est assez divers. Et ce qu'il faut entendre à travers ça, c'est que on a des difficultés aujourd'hui d'enfants qui décrochent, mais ça fait en gros une vingtaine d'enfants par collège, sur un collège de 400 ou 500 élèves. C'est peu par rapport aux équipes enseignantes qui disent voilà, on en a quasiment 480 qui fonctionnent bien, on en a 20 avec qui on a des difficultés. Mais c'est quand on multiplie ces 20 par 7000 collèges que ça donne un petit peu de volume. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez des acteurs associatifs qui sont sous-financés. Heureusement qu'il y a des acteurs comme vous qui décident à un moment donné de s'engager. Et vous demandez à des acteurs associatifs comme nous, qui avons envie de nous engager sur un sujet. Donc ce n'est pas indu, c'est pas parce qu'on crée une association qu'on doit obligatoirement avoir les financements qui vont avec. Avec l'historique, ça devrait, quand on a les résultats. Et donc vous êtes dans une dynamique où vous avez énormément d'acteurs, soit des petits acteurs dans les quartiers populaires ou ailleurs, ou soit des structures plus régionales ou plus nationales comme nous ou d'autres. Mais en réalité, tous ces gens sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et on n'a pas réglé le problème. Et donc, ce n'est pas du fait de l'investissement de tous ces acteurs, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et donc, beaucoup de gens, d'acteurs aujourd'hui dans l'accompagnement scolaire... Où les financements ne sont pas alloués aux bons endroits, peut-être, comme disait Elisabeth Elkrief? Non, c'est pas une histoire d'être aux bons endroits ou autre, c'est simplement que le monde associatif, quand ils sont efficaces, ne sont pas financés à la hauteur de laquelle ils devraient être. Ce qui change un peu là, avec un programme comme Un jeune, un mentor qui a été lancé dernièrement, qui soutient ce type de programme, mais ça, on devrait le démultiplier, le multiplier par 10. Et quand des acteurs sont là depuis 10 ans avec des résultats, on devrait les financer pour aller plus vite. Après, il y a cette dispersion qu'on peut avoir, et vous avez aujourd'hui des solutions, parce que on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Vous avez des solutions, et donc il y a un outil aujourd'hui qui s'appelle Pronote, qui est un outil qui est implanté dans plus de 80% des établissements et qui gère les établissements avec les carnets de notes, les notes ou autres. Et cet outil, lorsqu'on parle de la Covid, on parlait d'identifier, de repérer, d'accompagner, eh bien vous avez un outil, Pronote, qui est implanté dans 80% des établissements, qui vous permettrait d'identifier un élève en difficulté sur des critères qui ont été définis, baisse de notes, baisse de motivation, les enseignants choisissent le critère, et en face de ça, eh bien, vous mettez un programme qui vient de sortir il y a quelques mois, qui s'appelle Un jeune, un mentor, et vous n'aurez plus aucun enfant en difficulté identifié qui ne soit pas accompagné. Et ça, je pars du principe que ces solutions existent et il faut juste les mettre en place maintenant. Elisabeth Elkrief, oui, tout à fait. Disait, monsieur. Donc, nous, notre analyse, elle est un peu différente. C'est-à-dire que de notre point de vue, aujourd'hui, en effet, il faut d'abord rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que la place des grandes associations éducatives doit apparaître comme majeure à côté de l'école et des parents. Puisque, comme je ne veux pas me répéter, mais comme à partir du moment où certains élèves, l'école ne leur suffit pas, il faut leur rajouter de la ressource agile, spécifique. Alors après, moi, là où je ne partage pas l'avis de François, je me permets de vous appeler François, c'est que je pense que dans les milliers d'associations qui existent en France éducatives, il y a les très grandes associations éducatives comme Monsieur, qui ont des méthodes, qui ont des études d'impact, qui ont prouvé qu'elles étaient capables de marcher, qui ont des chiffres très importants, puisque nous, par exemple, par le biais de cette association, nous accompagnons 300 000 jeunes et nous venons de signer un accord avec les missions locales qui sont le cœur du réacteur du décrochage scolaire. Et si vous voulez, aujourd'hui, ces acteurs, ils ont des méthodes scientifiques pour agir, ils sont partout sur le territoire, ils sont reconnus par l'école, ils sont connus moyennement par les parents. De mon point de vue, ils mériteraient d'être mieux connus des familles, et c'est sur eux qu'il faut mettre l'effort pour massifier leur action. Le problème, c'est qu'en effet, il y a beaucoup d'argent qui est donné aux acteurs associatifs, mais qui est réparti, de mon point de vue, de façon non rationnelle.
si vous voulez, aujourd'hui, de mon point de vue, 80% de l'argent, par exemple, alors je donne un chiffre parce que je fais un parallèle avec les marchés financiers. Lorsque vous avez un portefeuille boursier, vous n'allez pas mettre tout votre argent sur des startups. Vous allez mettre on diversifie son portefeuille pour prendre moins de risques. On diversifie son portefeuille. Un peu de finance, en tout cas, on met beaucoup d'argent sur des actifs connus qui rapportent de façon pérenne des choses claires avec une attente de résultats et une efficacité dont on connaît les contours. En revanche, en effet, on met un peu d'argent sur des acteurs innovants qui vont peut-être apporter de nouvelles solutions. Et je pense aujourd'hui qu'en agissant au moment clé avec les meilleurs acteurs et en mettant l'argent qu'il faut pour démultiplier leur action, je suis sûre que monsieur, je crois que vous avez à peu près 6 000 enfants accompagnés par votre action, eh bien, je suis sûre qu'il y a 80 000 enfants qui ont peut-être besoin des services de monsieur au collège. Eh bien, il faudrait que si l'action de Zubdeco est reconnue, eh bien, il y ait une concentration de l'argent sur Zubdeco, puisqu'il est partout et il est capable de fournir un service égal et de qualité équivalente à tous les enfants qui en ont besoin. François Afif Bentanan, vous rejoignez. François Afif Bentanan, à quoi doit servir cette journée nationale du refus de l'échec scolaire, selon vous? Une mise en lumière de ce sujet déjà? Oui, c'est un travail formidable qui est d'ailleurs géré par la FEI, il faut leur reconnaître ça. C'est eux qui ont mis ça en place il y a maintenant plus de 14 ans, je crois. Association qui nous accompagne. Et donc, exactement, et donc une très belle association qui accompagne quelques milliers d'enfants et qui, en organisant cette journée, eh bien, rappelle aux uns et aux autres, à travers de la recherche, à travers un certain nombre d'approches et d'implications des politiques, d'avancer sur ces sujets-là. Mais on peut avoir le 15e, 16e, 17e, 20e journée de l'échec scolaire. Moi, je crois qu'il y a un élément où il va falloir qu'on se mette d'accord à un moment donné. C'est pas nous, les associations avec nos petits bras, qui allons accompagner 5 000 ou 6 000 ou 10 000 personnes quand on en a plus de 100 000 qui sortent du système scolaire. Il va falloir à un moment donné que le public et le privé se mettent d'accord. Vous avez une relation EdTech en France qui est formidable. On est toujours en train d'opposer le public au privé. Vous avez des acteurs du privé qui sont très efficaces dans le sujet, des acteurs associatifs qui sont très efficaces, mais des acteurs associatifs qui n'ont pas les moyens des acteurs du privé, et des acteurs du privé qui n'ont pas les entrées des acteurs associatifs. Et si à un moment donné, sur une cause commune, on se dit, eh bien, on va aller prendre tous les acteurs du privé, tous les acteurs associatifs, et on va mutualiser tout ça, c'est de cette façon-là qu'on éradiquera l'échec scolaire en France. Sinon, dans 10 ans, on a la même conversation, avec des gens motivés, engagés, structurés, alors que les outils sont là. Je vous parlais de Pronote tout à l'heure, le distanciel avec le Covid a accéléré, on va dire, tout ce process. Et aujourd'hui, on peut toucher les enfants partout, dans le plus petit village du coin, pour l'accompagner avec un tuteur en distanciel. Et ensuite, vous avez énormément d'acteurs de la tech qui ont développé des technologies d'IA ou autres pour pouvoir identifier, faire des parcours notionnels, etc. Et quand vous cumulez tout ça, ben, je vous garantis que si à un moment donné, on se met tous d'accord, privé, public, à organiser cet accord pour dire on éradique l'échec scolaire en France, pour parler de passer de 100 000 à 20 000, parce qu'on ne fera jamais 100%, je suis sûr qu'on y arrivera. Eh ben, peut-être qu'on y arrivera. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu sur le plateau de Smart Education aujourd'hui. Elisabeth Elkrieff, je le rappelle, vous êtes directrice générale de la Fondation Alpha Omega. François Afif Bentanan, président de l'association Zubdeco. Merci à tous les deux. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. Très bonne journée à tous sur Bismart.